3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriac Dayan nous accompagne, gérant diversifié chez Sanso Yes. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là. Wilfried Galland est à nos côtés également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci à vous également. Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Et Anthony Morlet-Lavidali nous accompagne enfin, économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode. Bonsoir à vous Anthony. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Parole à l'économiste pour quelques commentaires sur ce rapport mensuel sur l'emploi américain. Je le disais, c'est vrai qu'on a l'habitude de regarder essentiellement l'enquête entreprise, mais il y a aussi une autre phase dans ce rapport, l'enquête qui est réalisée auprès des ménages, et on a l'impression d'une histoire à deux faces, si je puis dire, concernant la dynamique de ce marché du travail américain. D'un côté, des créations d'entreprises très fortes encore au mois de mai, des salaires toujours qui évoluent à un rythme soutenu, et de l'autre, une vision partagée en tout cas par les ménages américains qui est un peu moins glorieuse, si je puis dire. Mais il est clair que les créations d'emplois ont surpris très fortement à la hausse. Mais c'est toute la problématique du data dependent, si je puis dire, qui s'est installée dans les banques centrales. C'est que désormais, tout le monde regarde un peu indicateur par indicateur au lieu de regarder le panachage de ce qui se fait. C'est comme ça qu'on apprécie une situation conjoncturelle. Et ce que l'on voit aux États-Unis, mais c'est vrai en Europe aussi, aux États-Unis, on voit vraiment une décélération progressive, très progressive même, de l'activité. Parce qu'encore une fois, on a des signaux divergents. On a tantôt le PMI manufacturier de Chicago qui lui baisse très fortement, mais l'ISM Service qui rebondit. Donc on a plein d'indicateurs qui ne sont pas toujours convergents. Ça, c'est assez standard, si je puis dire, dans la dynamique de l'économie. C'est la vie du conjoncturiste, quoi. Mais complètement, simplement, le data dependent, c'est que d'un coup, on s'est mis à regarder les mouvements mois par mois. Et ça n'a pas de sens. Il faut regarder les tendances, même à court terme, mais des tendances. Ce que l'on voit, c'est que ça ralentit, mais que très progressivement. De la même manière qu'en Europe, ça s'améliore, mais que très modestement, on y reviendra. Donc, ce qui fait qu'on a une Fed qui va probablement quand même temporiser, parce que ce qu'elle redoute, c'est de surtout pas baisser les taux trop vite. Elle redoute de faire machine arrière. Donc, pour l'instant, elle a le temps. On ne voit pas de signaux qui la forcerait à enclencher plus vite que prévu. Mais il n'y a pas l'idée d'une réaccélération de l'économie américaine au point qu'on n'envisage aucun atterrissage, aucune baisse de taux. Quand on regarde justement l'ensemble des données, on a quand même toujours l'idée, même si c'est très lent, plus lent que ce qu'on imagine, d'une forme d'adoucissement quand même de l'activité américaine. Ça dépend de ce qu'on appelle atterrissage, mais un ralentissement de la croissance, ça c'est sûr, ça s'est déjà un peu matérialisé clairement au T1. Probablement que l'année en cours, on va aussi avoir le trimestre une dynamique de croissance un peu moins forte que ce qu'on a connu en 2023, mais il ne faut probablement pas s'attendre à effectivement une activité qui cale. Pour l'instant, les indicateurs, notamment la consommation des ménages, elle reste extrêmement dynamique. Et on a un consommateur américain qui a connu des effets de richesse extrêmement forts. On calculait encore récemment chez Rexecode que quand on regarde la partie détention d'actions ou immobilier des ménages, c'est plus 50% en nominal depuis la fin 2019, alors que les prix n'ont augmenté que de 20%. En termes réels, c'est plus 30% d'effets de richesse du côté des Américains pour la partie action immobilier. Quand vous avez de tels effets de richesse, vous vous sentez un peu surpuissant. Même si la surépargne a disparu, ce sentiment d'avoir gagné en richesse de patrimoine entretient encore la confiance du consommateur. Tout à fait, et qu'on n'a pas connu en Europe. Parce qu'en Europe, d'une part, les prix de l'immobilier n'ont pas du tout connu la même trajectoire qu'aux États-Unis, et on a une détention d'actions de la part des ménages en Europe, notamment en France, qui est beaucoup plus faible. Donc le patrimoine des ménages français, en termes réels, a même plutôt tendance stagné, voire légèrement reculé par rapport à 2019. Parce que les Américains, ça progresse très fortement. Regardons les tendances et arrêtons de nous focaliser effectivement sur des sous-jacents, des points mensuels. Je crois que c'était Chris Waller, un des gouverneurs de la Fed le jour, qui s'arrachait les cheveux. C'était sur le PCE, le dernier PCE. Il a fallu aller chercher non pas un ni deux, mais 3 chiffres après la virgule pour savoir si on était à 2,8 ou 2,7 finalement. Même lui a dit, mais arrêtez les gars, ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation américaine? Et est-ce que le marché du travail, tel qu'on le constate aujourd'hui, Wilfried, est encore une entrave sérieuse à de futures baisses de taux du côté de la Réserve fédérale américaine? Ou est-ce que cette barrière est en train d'être levée? Je pense que cette barrière est clairement en train d'être levée. Quand on regarde effectivement quand on essaie d'appréhender la totalité du marché du travail, moi effectivement ce qui me frappe néanmoins, même si je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut interpréter les choses dans leur ensemble, mais ce qui me frappe justement, c'est la divergence quand même extraordinairement forte et probablement beaucoup plus forte que dans le passé entre l'enquête des ménages d'un côté et l'enquête des entreprises de l'autre. On a l'impression que les entreprises nous disent en fait tout va bien et que les ménages nous disent mais pas du tout, pour moi je souffre.
Ce qui d'ailleurs donne un écho tout particulier à la politique américaine et au thème de campagne d'aujourd'hui. Et ça a une importance économique assez forte, parce que lorsque Jérôme Powell nous dit que son prisme d'analyse sur la nécessité d'accélérer ses réflexions autour de baisse de taux tourne autour d'une possible dégradation rapide du marché de l'emploi, il va nécessairement être interrogé sur les critères qui vont être les siens, et en particulier, qu'est-ce qu'il va écouter ? Est-ce qu'il écoute les entreprises ? Est-ce qu'il écoute les ménages ? Est-ce qu'il fait une espèce de cote mal taillée ? Mais s'il fait une espèce de cote mal taillée dans ce climat extrêmement polarisé aux États-Unis, c'est le risque de ne pas prendre en compte ce qui est finalement le cœur de l'économie américaine, c'est-à-dire le consommateur américain, qui commence à donner, au travers des enquêtes d'emploi, des signaux de fatigue, pas au travers de ce qu'il dépense, mais au travers de ce qu'il dit. Et peut-être d'ailleurs au travers de ce que nous disent les compagnies de cartes de crédit, qui commencent à nous dire, commence à y avoir des signaux de retard de paiement quand même assez sévères, non seulement sur les crédits à la consommation, mais aussi sur les crédits auto, mais aussi sur les crédits étudiants. Donc commence à y avoir un certain nombre de choses là-dessus. Donc je pense qu'au contraire, non seulement ça ne va pas empêcher Jérôme Powell d'initier une réflexion, mais ça doit accélérer cette réflexion sur les fragilités, les failles conjoncturelle de l'économie américaine. On sait que l'économie américaine, c'est une économie qui a des forces structurelles très importantes, en particulier une productivité bien supérieure à celle qu'on peut connaître en Europe, mais aujourd'hui, elle commence à avoir des failles conjoncturelles sur, effectivement, un certain nombre de signes de faiblesse, probablement temporaires, mais quand même un certain nombre de signes de faiblesse. Il ne faut pas laisser les choses s'envenimer. Donc, pour moi, ce que je vois en particulier dans la dégradation des indicateurs d'emprunt, tout spécialement, c'est on est probablement allé un peu trop loin dans la prudence. Et dans le côté auto-centré des banques centrales, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai que les banques centrales disent, chaque banque centrale, surtout ne pas me tromper. En fait, votre mission, c'est pas surtout pas vous tromper, c'est surtout faire la bonne action. Et autant reconnaître s'être trompé, mais c'est pas très grave en fait. Le pire, comme dans n'importe quel domaine, c'est quand on refuse de reconnaître qu'à un moment donné, on a fait quelque chose qui n'était pas adapté. C'est pas grave, il faut revenir en arrière. Pour eux, c'est quand même de faire un mouvement dans un sens et d'être obligé de se déjuger 3 ou 6 mois plus tard. Voilà, il y a eu Trichet, évidemment, 2008, 2011. Là, ils veulent éviter le reverse Trichet, comme ils disent. C'est vrai, mais d'une certaine façon... C'est-à-dire baisser et être obligé de remonter derrière. D'une certaine manière, on y reviendra, mais ce que nous a dit Christine Lagarde sur le fait qu'elle revient d'un cran en arrière alors qu'elle remonte d'un cran ses anticipations d'inflation, c'est le signal qu'elle est probablement allée un peu trop loin. Et donc autant le faire plus rapidement plutôt qu'attendre que la situation se dégrade. C'est ça un peu mon message. Ouais. Ou là, il faudra y aller franchement et sans hésiter. Et moi, c'est un peu la crainte que j'ai, c'est qu'ils soient obligés d'aller beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour justement ne pas inquiéter tout le monde. Cyriac, que vous inspirent ces réflexions partant du marché du travail américain, avec une réaction de marché qui a été quand même assez violente. Hein. Pauline le disait, sur les taux, c'est du plus de 10 points de base de hausse sur les taux longs. Le dollar a fortement remonté également. Il y a eu une vraie réaction de marché sur la publication de ce rapport. Alors, il faut mettre ça en perspective aussi sur les taux avec le début de la semaine où les taux avaient quand même bien baissé. Donc, il y a souvent aussi une réaction en rapport avec le mouvement passé. Je pense que le chiffre du chômage, il faut le prendre quand même avec des pincettes. Je vais donner juste un chiffre. Quand vous regardez les NFP, donc ce chiffre qui est vraiment les créations d'emplois, historiquement, il y avait 70 à 80% des entreprises qui répondaient. Aujourd'hui, on est entre 25 et 30%. Donc voilà, tout est dit. On va pas Deuxième élément, entre ce qu'on nous annonce et les révisés, quand vous regardez un an plus tard en cumulé, on est quasiment à 1 million d'emplois de différence. Alors, je suis pas économiste ni stratégiste, je suis gérant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction marché. Ouais. Néanmoins, d'un point de vue long terme, dans l'analyse, ça va clairement dans le sens de ce qu'on vient de dire. Regardez même 100 000 emplois, j'ai envie de dire. À mon sens, c'est pas vrai. C'est vraiment une tendance qu'il faut suivre parce qu'on sait que ça peut être révisé, etc. Donc, je pense qu'il faut regarder tout ça avec des pincettes. Maintenant, le marché réagit forcément sur cette donnée-là. Il a été un peu étonné quand même parce que c'est vrai que l'ambiance était un peu plus morose aux États-Unis. Plus soft, quoi. Voilà, sur l'activité, on avait quand même eu des chiffres sur l'aspect emploi en début de semaine qui nous disaient qu'entre l'offre d'emploi et le nombre de personnes qui demandaient, c'était plutôt en train de se normaliser. On était revenu à un ratio de 1,2, qu'on était quasiment à 2 post-Covid. Donc tout ça allait plutôt dans le bon sens.
Donc l'histoire, le marché achète cette histoire, les taux américains baissent, et puis finalement il y a ce NFP qui sort et qui dit complètement l'inverse, donc une réaction. Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. Ça va globalement dans l'analyse qui a été faite ici, c'est de se dire que la Fed ne va pas baisser les taux en juin et que ça repousse un peu la probabilité d'avoir une baisse en juillet. Après, de mon point de vue, le juge de paix, il n'est pas là. Il est sur le CPI qui va être publié dans quelques jours. En plein meeting de la Fed. C'est exactement. Ouais. Ça va vraiment être ça le sujet parce que la Fed, elle est focalisée sur ce point-là, qui est de savoir si les mauvaises nouvelles qu'on a eues sur l'inflation durant le premier trimestre, qui ont été contredites sur le dernier chiffre, vont finalement, cette tendance qui avait été annulée, reprendre le bon sens, c'est-à-dire une normalisation en particulier des taux corps, de l'inflation corps. Et donc je pense que ça va être ça le sujet de la Fed. L'activité américaine, on peut en débattre si elle est à 3, à 4, à 2, mais globalement on est tous d'accord pour dire que l'activité américaine... Ils ne sont pas en récession. Ils ne sont pas en récession aujourd'hui. Je mettrai un bémol dans cette analyse. Ils ne sont pas en récession aujourd'hui, ça c'est certain. Maintenant, quand vous regardez historiquement... il n'y avait pas de récession en 2000. Alors 2020 est un peu une exception, mais en un trimestre, l'économie américaine a cette capacité à basculer. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en récession ce trimestre-là qu'on ne le sera pas le trimestre prochain. Je ne suis pas dans cette dynamique-là, mais en général, la récession, il n'y a personne qui vous annonce qu'elle va arriver du jour au lendemain. Et du coup, j'entends. Mais du coup, je reboucle avec la situation du marché du travail. En imaginant que l'inflation n'offre pas de surprise énorme la semaine prochaine, est-ce qu'on peut imaginer un discours quand même de Jérôme Powell qui continue de se focaliser aussi sur le risque et les fragilités qu'il peut y avoir ou qu'il pourrait y avoir sur ce marché du travail américain? Wilfried le rappelait, un des derniers messages clés, ça a été de dire, en cas de dégradation accélérée non souhaitée du marché du travail américain, la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine accélère également. Oui, c'est logique. Oui. Et Powell va exactement dire ça. Mais je pense qu'il n'a aucun intérêt à s'engager dans un sens ou l'autre aujourd'hui. Il va être dans une logique, on est data dépendante, on va suivre les données. Si l'économie américaine venait à se détériorer, à ce moment-là, on baissera les taux et on les baissera. Enfin, j'ai plus confiance en la Fed, dans sa capacité à baisser fortement les taux rapidement qu'en la BCE. Mais à l'instant T, baisser les taux pour l'économie américaine, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Clairement, en tout cas, la Fed nous dit non en juin. Et sur juillet, tant que l'économie américaine tient et que l'inflation, et c'est ça qui est important, qu'on n'a pas finalement une inflation qui donne une tendance très claire dans un sens ou l'autre, qui continue à se normaliser très progressivement, il n'y a pas d'urgence du côté de la Fed à baisser les taux ce mois-ci. La BCE était dans une autre situation. Et je trouve que tout est assez cohérent pour le coup du côté des banques centrales. Ouais. Bon, du côté de la Banque Centrale Européenne, est-ce que la BCE est vraiment profondément, fondamentalement, comme elle veut le faire croire, si je puis dire, data dependent? Pas vraiment. Anthony. C'est un peu tout le problème de la cohérence, justement, je trouve, du côté BCE, c'est que en voulant se donner de la laxité, en se disant je suis data dependent, donc mes décisions seront uniquement en fonction des données économiques, la BCE n'a pas baissé ses taux en mars en se disant j'attends d'avoir plus de signaux qui me permettent effectivement d'enclencher une première baisse. Ils ne se sont pas matérialisés et pourtant on a la baisse quand même. Ça veut dire qu'en fait on aurait pu avoir la baisse au mois de mars, elle était parfaitement justifiée dès le mois de mars et donc elle avait un peu un calendrier implicite en quelque sorte. Donc ça nous dit qu'il y a une espèce de, en tout cas en interne, calendrier ou une forward guidance qui s'applique uniquement à eux-mêmes pour l'instant. Ils se disent toujours data dependent, mais finalement les dernières données qu'on a eues sur les 3 derniers mois, ils n'ont pas été plus favorable que ça, ou en tout cas plus encourageant pour une baisse, et elle est quand même arrivée, cette baisse de taux. Donc je serais quand même un peu prudent quand on dit que les banques centrales sont data dependent et cohérentes. C'est elles qui nous le disent, hein. Bien sûr. C'est le discours de façade officiel qui n'a pas changé. Le calendrier implicite, et je pense que pour la zone euro, c'est nécessaire d'avoir plus de baisse de taux, parce qu'on a une économie, quand bien même aujourd'hui on parle de rebond pour l'année 2024, je suis plus prudent, parce que certes il y a plus de consommation qui vont arriver de la part des ménages, donc ça on est à peu près tous d'accord. En revanche, on a un investissement qui commence quand même à fléchir. On le voit en France, on est à 2 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement productif. Donc ça s'effrite parce que les trésoreries sont tendues. On a des délais de paiement qui augmentent, des défaillances quand même à un niveau élevé. Donc je serais prudent. Les entreprises sont de plus en plus prudentes du côté de leurs dépenses. Et on a une consommation publique, on oublie de le dire, le premier poste, celui qui a drivé le PIB de la zone euro depuis le T4 2019, c'est la consommation publique. On est à plus 9% au-dessus du niveau de 2019 et on voit bien que du côté des politiques budgétaires, ça se tempère. Ça va plafonner un peu quand même. En France, en Italie, ça va être de plus en plus compliqué. Donc
il y aura peut-être un peu plus de consommation des ménages, mais probablement aussi moins de consommation publique. Donc, à la fin, s'attendre à une croissance très dynamique en 2024 me paraît optimiste. Donc, il y a quand même de la place pour aller un peu plus loin. Voilà, il y a quand même de la place pour aller un peu plus loin. Oui, mais je veux dire, c'est ça. Même si on prend un peu la borne haute des estimations de croissance pour la zone euro, allez, j'ai vu Jean-Pierre Petit hier, il nous dit, moi, je suis à 0,9. Même 0,9, ça ne doit pas empêcher une banque centrale comme la BCE, toute data dependent qu'elle nous dit, de continuer de baisser ses taux encore un peu au fur et à mesure des prochains mois et des prochains trimestres. Il y a clairement la place. Mais en revanche, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gain de productivité. On n'a pas de retour des gains de productivité en zone euro. On a eu un chiffre de croissance un peu supérieur, mais on fait également 0,3 d'emplois. À la fin, on est toujours flat en termes de productivité. Mais ça pèse un peu sur les coûts salariaux unitaires. Donc on serait très à l'aise si on avait enfin une croissance même peu dynamique, mais un peu moins d'emplois. Et là, ça redonne vraiment la pleine place à la Banque centrale pour agir et pour aller un peu plus fortement sur les baisses de taux. C'est vraiment ça il faudrait que les planètes s'alignent de ce point de vue-là. Bon, cette dépendance aux données, elle masque aussi sans doute la capacité ou la difficulté plutôt d'amener un consensus dans ce Conseil des gouverneurs piloté par Christine Lagarde. Comme le disait Anthony, mars aurait pu être une fenêtre de tir déjà pour baisser les taux. Certaines données pouvaient le suggérer. Mais on sent bien qu'il fallait ménager le Conseil, qu'il fallait qu'on puisse envoyer ensuite un signal en avril dans un meeting intermédiaire, etc. Et c'est un peu la même histoire pour juin, quoi. Personne n'est prêt, en tout cas ils ne sont pas suffisamment mûrs pour enchaîner avec une baisse de taux en juillet, donc on se reverra en septembre. Ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on n'a pas de plan stratégique, on se recale sur les données tactiques. C'est un peu ce que ça donne. Or, à un moment donné, il faut quand même avoir un scénario. Un des éléments qui m'a paru assez frappant dans la conférence de presse de Christine Lagarde, c'est quand elle a été interrogée sur les chiffres, justement, qui étaient les chiffres de prévision de croissance et de prévision d'inflation. Et l'intervenant leur disait, donc je reprends vos chiffres, donc vos données en fait, de croissance et d'inflation. Et là, elle a eu cette remarque que j'ai trouvée absolument hallucinante. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres du staff. Alors, en plus, c'est les projections de l'Eurosystème, c'est-à-dire c'est sur la base des données des banques centrales nationales qui sont ensuite agrégées par le staff BCE. Ça ne vient pas uniquement du staff BCE. Et donc ça donnait l'idée que du point de vue des seules données comportant un élément de projection, ces données-là, il n'y avait pas de confiance suffisante pour les revendiquer comme faisant partie de leur système de décision. C'est pas quelque chose qui inspire une confiance phénoménale, quand même. Mais pourtant, leurs projections, elles sont plus réalistes, là, visiblement. Elle le dit sur les modèles de prévision qui ont été beaucoup critiqués par elle-même, d'ailleurs. Depuis quelques mois, ils ont retrouvé un peu de confiance, quand même, en fait, sur l'inflation, notamment. C'est-à-dire qu'à force de se tromper, on finit forcément par avoir raison. Et à un moment donné... Et évidemment, lorsque on a véritablement besoin de systèmes qui fonctionnent, c'est quand les éléments extérieurs sont totalement déréglés. Quand vous avez une inflation qui est entre 2 et 3%, dire qu'en fait l'inflation suivante sera entre 2 et 3%, pardonnez-moi, c'est pas extrêmement difficile. J'espère qu'ils n'ont pas non plus dépensé trop d'argent pour arriver à ces résultats-là. Puisque globalement, elle nous dit d'ailleurs, regardez sur le dernier trimestre 2025, nos dernières prévisions sont en fait avec un écart de plus 0,1, moins 0,1. Formidable, Christine, c'est vraiment, ça me rassure énormément. Mais dans ce cas-là, si effectivement ils ont de la confiance dans le fait que l'inflation à horizon 2 ans, je rappelle que 2 ans, on n'est pas très loin du délai d'action des politiques monétaires dans l'économie. On peut dire que c'est 12 mois, on peut dire que c'est 18 mois, on peut dire que c'est 24 mois. François Villeroy-de-Galhau avait dit que ça peut aller jusqu'à 24 mois. Normalement, si on pense qu'effectivement, d'ici 2 ans, on va être à 2% et que le maximum de taux d'inflation, il faut y aller très vite. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des banques centrales qui non pas sont data dependent, mais en fait, en tout cas, de la part de la BCE, pilote à vue. Ce qui m'a rassuré rétrospectivement dans la Réserve fédérale, je suis totalement d'accord sur la confiance supérieure qu'inspire la Réserve fédérale, c'est quand on regarde la source de l'inflation aux États-Unis, la Réserve fédérale en fait a laissé passer la phase où la source de l'inflation était essentiellement l'offre pour commencer à monter très fortement ces taux au moment où la demande a pris le relais. Et ça, c'était particulièrement pertinent. En Europe, on n'a pas nécessairement vu ça. On n'a pas vu le relais de la demande, oui. Voilà, on n'a pas eu ces phases-là. Non. Et donc, on a l'impression que la Banque centrale est effectivement totalement autocentrée sur comment est-ce que je pilote mon Conseil des gouverneurs, comment surtout je ne me dédie jamais sans prendre les bonnes décisions pour la zone euro qui serait de baisser beaucoup plus vite et beaucoup plus fort ces taux compte tenu
effectivement d'un manque d'investissement, d'un mur d'investissement qu'on a devant nous, et du fait aussi, il faut le reconnaître, que du point de vue de la coordination des politiques budgétaires, c'est quand même très compliqué en Europe, donc il ne reste plus que la politique monétaire. Et puis le problème aussi de la profondeur des données en zone euro, cette data dépendance de la BCE est attachée à des données très très retardées. Il faut attendre un trimestre pour avoir la série des salaires du trimestre précédent, quoi. Donc, et en plus, quand on s'interroge sur ces données-là, vous dites, je vais regarder les salaires et les profits, sachant que c'est quand même deux éléments extraordinairement retardés de l'économie. Enfin, c'est ahurissant de dire qu'on va définir une politique monétaire en regardant les salaires et les taux de marge. C'est pas très forward-looking. C'est sûr. C'est plutôt légèrement... Ça va peut-être changer. Peut-être qu'ils vont voir au fur et à mesure qu'ils pourront aller un peu plus loin dans la projection ou la guidance. Non, parce que les données peut-être justement justiferont d'accélérer un peu et de remettre un peu de forward guidance peut-être dans le schéma de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que gérant, cette histoire d'une première baisse de taux, d'un mouvement qui est quand même initié par la BCE? Il y a eu la Banque du Canada aussi, première banque centrale G7 à avoir fait le mouvement juste au nord des États-Unis, bien sûr. On attend la Banque d'Angleterre. Bref, il y a quand même une conjonction qui est en train de se mettre en place de ce point de vue-là. Alors dans le cas de la BCE, rien, j'ai envie de dire. C'était attendu à 99%. Donc concrètement, là, il y avait... Pour le coup, je pense aussi que la BCE a un peu reculé parce qu'en mars, le marché n'était pas prêt et qu'il y a une logique aussi de préparer le marché. Et globalement, là, tout le monde l'attendait. Il y a eu la baisse de taux. La réaction au marché, elle est quasi inexistante. Une baisse de taux qui tombe de nulle part, ça peut aussi avoir un effet un peu effrayant parfois pour certains investisseurs. Jamais de nulle part. C'est 25 BP. Oui, mais 25 BP qui serait sorti en mars, pour le coup, je pense que le marché aurait... Alors, je ne sais pas comment il aurait réagi, mais il n'aurait pas très bien réagi dans un sens ou l'autre. En tout cas, il y aurait une réaction qui n'aurait rien à voir. 25 BP la semaine prochaine, j'aimerais bien voir la réaction du marché. Oui. C'est exactement ça. Et donc, globalement, ce que je pense, c'est que on voit que les États-Unis sont un peu isolés. C'est pas toujours le cas. Et en général, c'est plutôt l'inverse. Les États-Unis sont les premiers et puis on suit derrière. Là, on voit. Alors, vous avez cité le Canada, c'est très intéressant parce qu'en plus, c'est une économie qui est très connectée aux États-Unis. On a eu la Suisse, on a eu la Suède, on aura peut-être les Anglais dans quelques semaines. Donc, globalement, tout le monde est en train de baisser. Alors, je exclus les Japonais qui sont dans une autre histoire, mais globalement, tout le monde est en train de baisser progressivement ses taux en fonction de son rythme. Et les États-Unis vont être un peu les derniers de la classe, si je puis dire, parce que ils ont une économie, et ça il faut bien le rappeler quand même, ils ont une économie qui a été beaucoup plus robuste en 2023. La surprise où la plupart en tout cas des économistes se sont plantés, c'est que l'économie américaine, tout le monde la voyait chuter et finalement elle nous sort un chiffre de croissance qui est quand même assez extraordinaire. Donc l'économie américaine, elle a tenu, alors que dans les autres zones ça n'a pas forcément été le cas. Donc je trouve que les baisses de taux, elles ont du sens partout dans le monde. Après, 25 BP, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui, mais on anticipe. Jamais 1,102, jamais 203. Le marché va quand même fonctionner comme ça. Aujourd'hui, dans le marché, on anticipe 2 baisses de taux en plus de la BCE, pour la BCE. Ouais. Donc ça nous fait 50. Donc oui, puis ça continue en 25. Enfin, ça ne s'arrête pas au 31 décembre. Les prévisions, les prévisions 2025, les prévisions de 2026 sur l'inflation de la part de la BCE ou du marché... Je leur donne aucune confiance. Tout simplement parce que, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Par contre, à horizon de fin d'année, j'ai plus confiance dans ça et je pense qu'on aura encore 2 baisses de taux du côté de la BCE. Et ça va changer quoi, ça? Est-ce que ça change quelque chose pour les actifs européens à partir d'un certain point, quand même? Ça change 2 choses. Ça change, que vous avez plus de vocation à acheter de la sensibilité parce que vous vous dites que finalement, du monétaire aujourd'hui, tous ceux qui sont placés sur du monétaire en se disant j'achète des DAT parce qu'à un mois, je suis bien. Mais sauf que sur 12 mois glissants, si vous le faites tous les mois, à la fin, vous aurez un rendement qui sera moins attractif que si vous achetez du long aujourd'hui. Donc le repositionnement sur la sensibilité, de mon point de vue, il est quand même important dans les portefeuilles. Et on commence à le voir parce que de l'OAT à 3% à 10 ans, c'est finalement peut-être pas si mal si on projette un peu quand on aura de la croissance, quand on aura de la productivité, quand on aura de la structure économique globale de la zone euro. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est l'impact en fait sur... les actions, c'est-à-dire que globalement, ça veut quand même dire qu'on remet un peu, j'ai envie de dire, une pièce dans la machine, parce que pour moi, une baisse de taux, ça ne vous donne pas une tendance sur un marché financier. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a une baisse de taux. Et s'il y a une baisse de taux, parce que l'inflation se normalise et que l'activité est à peu près stable, voire en zone euro, elle s'améliore, pour les marchés actions, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout. C'est plutôt une bonne configuration. Ça peut
attirer des investisseurs globaux et essentiellement des investisseurs anglo-saxons en dollars vers l'Europe, qui est souvent considérée avant tout comme un lieu de tourisme. On l'espère tous, puisque ça fait quand même des dizaines d'années qu'on... Parce que les gens européens, ils sont forcément investis en Europe, mais ça fait un an... ce qui nous manque, c'est peut-être ceux du... Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un an où vous avez une performance relative de l'Eurostock 50 ou du Stock 600 qui j'ai envie de dire, qui fait jeu égal avec le S&P, voire qui fait un peu mieux. Donc on est quand même dans un changement de paradigme. C'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on n'a pas connu depuis quelque temps. C'est un repositionnement des investisseurs. C'est aussi, on a l'impression d'avoir touché le fond de la piscine en zone euro. Quand vous regardez même les dynamiques bénéficiaires des entreprises, bon, là on est encore négatif. Quand les États-Unis sont à +7, +8 sur le Q2, le Q1, excusez-moi. Ouais. En Europe on est à -6. Ouais, mais on projette quand même que ça va remonter. Tout va changer. C'est et ça. là on va revenir. L'Europe va rattraper les États-Unis. Donc il y a quand même une sorte d'alignement des planètes plutôt favorable à la zone euro. Et je rajouterais quand même un niveau de valorisation quand on voit les PE qui sont quand même bien plus attractifs. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas les 7 magnifiques, on n'a pas d'équivalent. Et donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans le raisonnement. D'équivalent, non, mais on a aussi des belles valeurs, de grande qualité, avec de belles performances. Je sais pas, ASML, Novo... Ouais, bon, d'accord. C'est à la hauteur de ce que l'Europe peut produire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... On a aussi des belles histoires de croissance. Oui, la composition de l'Eurostock, c'est a changé, quoi. Mais le monde de demain, malheureusement, pour moi, c'est pas les entreprises européennes qui feront le monde de demain. Et les entreprises américaines ont cette capacité-là d'attirer pour cet élément. Maintenant, à court terme, à horizon 6-12 mois, je trouve que l'Europe, elle a un peu une pièce, elle a un peu un coup à jouer, quoi. Voilà, oui, un coup à jouer, les investisseurs ont peut-être un coup à jouer à s'intéresser un peu plus peut-être à l'Europe que d'habitude. D'accord avec ce constat? Oui, il y a la dureté du jugement de Cyriac. Mais alors, sur la partie valorisation et potentiel européen, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on voit effectivement... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit sur le segment très très longtemps délaissé des petites et moyennes valeurs, on commence à voir justement un retour à meilleure fortune, un retour, vous l'avez mentionné, des introductions en bourse, un retour également des opérations de fusion-acquisition. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, y compris d'ailleurs dans des secteurs qui ont été totalement massacrés. Je pense évidemment à l'opération d'acquisition de Neoen. Donc il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui montrent que il y a plus d'intérêt sur les valeurs européennes qui en avaient jusque il y a parce qu'elles restent pas chères. Parce qu'elles restent pas chères et que leurs perspectives surtout de croissance bénéficiaire sont là. C'est-à-dire que les valeurs européennes savent aussi aller chercher de la croissance en dehors de l'Europe. Il faut jamais oublier, vous savez que c'est une de mes phrases favorites, que les marchés ne sont pas le baromètre de l'économie. Ils n'ont aucune vocation à être un baromètre. Oui, mais ne sont pas non plus l'économie. Non. Je veux dire, on dit toujours les marchés ne sont pas l'économie, mais bon... C'est quand même aussi une partie de l'économie. C'est une partie de l'économie, mais en fait, les marchés ont juste comme vocation de donner des prix aux actifs qui y sont cotés. Et ces actifs ne reflètent pas la diversité et parfois la fragmentation des économies. Exactement. Et quand on voit effectivement à la fois en Europe le fait qu'on a potentiellement des perspectives de baisse de taux, peut-être, en tout cas, acceptons-en l'augure, et effectivement surtout de la croissance bénéficiaire dans un contexte de valorisation relativement faible, ça me paraît effectivement une bonne idée d'être aujourd'hui intéressé par les actions européennes. Dans la série des actifs européens, il y a eu beaucoup de discussions, de débats au moment où la BCE semblait tenter de partir la première. Visiblement, le taux de change a été une question. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu les retenir, justement, en attendant ou en espérant voir un peu plus clair dans le jeu de la Réserve fédérale américaine pour les prochains mois, les prochains trimestres? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce point de vue-là en tant qu'économiste, Anthony, sachant que moi, je vois depuis au moins 2 mois, l'euro-dollar remonte gentiment. On est à quasi 1,09. Alors, il y a les fluctuations du jour. Bon, l'euro s'est pas effondré, on n'est pas retourné à la parité parce que la BCE va peut-être faire quelques baisses de taux en solo en attendant la Fed, quoi. Ouais, complètement. Je crois que c'était la variable qui faisait peur, c'est-à-dire de voir l'euro décrocher. Et alors là, un peu de retour d'inflation importée. Et là, c'est quand même le mauvais scénario de s'engager dans des baisses de taux jugé trop précoce par le marché, parce que c'est bien ça qu'il faut voir. Honnêtement, pour l'instant, ça a été bien anticipé. On voit que le marché price correctement les baisses que la BCE devrait faire dans le futur. Donc, il me semble que là, elle est assez à l'aise pour au moins en caler 2 cette année. Enfin, on a du mal à voir comment ne pas y aller. Les marchés price bien, il n'y a pas de raison que l'euro-dollar décroche, en tout cas en défaveur de l'euro de ce point de vue-là. Donc, honnêtement, je pense que tout est dans les cours.
Désormais, il y a un peu, faut suivre la ligne de crête. Il faut évidemment que les autres données, elles, ne trahissent pas le plan stratégique de la BCE, si tant est qu'elle en est un. mais disons que voilà, je pense qu'aujourd'hui, tous les feux sont un peu au vert pour redonner un peu d'air à la zone euro. Et encore une fois, moi, je suis assez... je dirais pas pessimiste, mais prudent sur la croissance 2024 et 2025. Ouais. Attention, pas trop d'optimisme non plus. Mais ça, c'est un facteur qui peut pousser la BCE à accélérer et en faire un peu plus. Hein. Même si on a vu comme on le disait hier, la barre est quand même très très élevée pour que la BCE ne poursuive pas son mouvement de baisse de taux et peut-être à un rythme un peu supérieur à ce qu'elle semble vouloir nous dire aujourd'hui. Elle a été extrêmement insensible à plusieurs trimestres consécutifs d'absence de croissance. C'était quand même assez étonnant de la voir ne pas réagir à un tel écart. Tel différentiel de taux se creusait avec beaucoup de zones en réalité, pas que les États-Unis. Qui aurait dû lui donner confiance dans la désinflation, dans la vitesse de désinflation qu'on pouvait attendre en zone euro. 6 trimestres effectivement de croissance flat en moyenne, c'est hallucinant. Donc bon, là aujourd'hui, je pense qu'on a de la place pour redonner un peu d'air quand même. Oui, non, alors Cyriac, vas-y, et puis... Non, mais juste, c'est important aussi de noter que la BCE a un mandat, c'est l'inflation, c'est pas l'activité, c'est pas le chômage comme la Fed, et donc, même si je suis d'accord avec vous dans l'analyse, il y a une forme d'être droit dans ses bottes du côté de la BCE, même si il y a eu quelques éléments avec... On peut l'interpréter dans tous les sens, le mandat, mais c'est vrai que tant que c'est pas explicite qu'il y a une partie croissance également, c'est difficile. C'est difficile de baisser ses taux quand vous avez 7 ou 8% d'inflation, même si la croissance elle est à zéro. Pour la BCE, c'était très compliqué, c'était impossible, la preuve elle l'a pas fait. Maintenant qu'elle a un peu plus de possibilités sur l'inflation et que l'activité n'est pas non plus, comme vous dites, hyper booming, elle a toute la justification de le faire. Je reviens, un mot rapide, parce que je veux qu'on aille sur juste un mot rapide là-dessus. Je pense que d'une certaine façon, et je le regrette, la BCE reflète l'état d'esprit général européen, c'est-à-dire la BCE joue en défense. Joue en permanence en disant je veux surtout ne pas faire d'erreur, je veux surtout protéger ce qui existe, je veux surtout arriver à ce qu'on ne me dise pas finalement vous n'avez pas respecté ce qu'on vous a donné il y a de nombreuses années comme étant l'objectif. Et n'arrive plus à faire, donc se recroqueville de ce point de vue-là, et n'arrive plus à faire ce qu'elle arrivait à faire au temps de Mario Draghi, c'est-à-dire en fait choisir l'euro plutôt que les traités. C'était ça Mario Draghi. C'est en fait j'ai un objectif, j'ai un esprit. Et la lettre, je choisis l'esprit plutôt que la lettre, puisque comme disait le prophète, la lettre tue et l'esprit vivifie. Et on était exactement là. Ah bah oui, non, mais on bien sûr, mais on a du niveau sur Bismarck. Draghi forever. Voilà, exactement, effectivement. Et là, il faut qu'on arrive à retrouver cet esprit un peu plus conquérant européen et donc de la BCE pour se décrocher de ces KPI et de ces performances, de ces critères de court terme qui font qu'en fait, elle est empêchée d'agir en fait. Je suis persuadé qu'au sein du Conseil des gouverneurs, le diagnostic qu'on fait, ils l'ont fait également. Non mais aucun doute là-dessus. Oui, on ne va pas insulter non plus la compétence et l'intelligence des banquiers centraux en Europe. Bon, Draghi, il a la réponse. Un changement radical, voilà ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui. Le rapport sera sur toutes les tables des ministres des Finances, Premiers ministres et autres en zone euro très prochainement et servira peut-être de feuille de route pour une future Commission européenne dans les prochains mois. Non, je voulais juste revenir parce que je veux qu'on parle de États-Unis-Chine dans le cadre notamment et la perspective du 5 novembre prochain. Je reviens sur ce que vous disiez quand on parlait de l'enquête auprès des ménages sur le marché du travail qui crée un peu cette dissonance avec ce que les anglo-saxons appellent la vibe session, c'est l'idée qu'il y a une perception quand même très négative de l'économie, des marchés financiers, etc. Ça veut dire que cette élection ne se joue pas sur l'économie. Ça veut dire que Biden, même avec les résultats des Bidenomics, est loin d'avoir toutes les cartes en main pour résister à l'assaut puissant de Trump. Ça veut dire que cette élection est plus que jamais une élection d'émotion plus qu'une émotion de raison. Et dans les émotions, il y a des émotions économiques. Pas que, mais il y a des émotions économiques. Mais effectivement, on n'a plus aujourd'hui de socle de fait sur lequel tout le monde s'accorde pour ensuite développer des raisonnements qui peuvent être différents. Donc on a effectivement une élection américaine qui se joue sur des perceptions, sur des émotions, et que ce soit des perceptions internationales, sur les dangers liés à l'immigration, sur la perception économique. Et ça, effectivement, ça rend en particulier la lisibilité depuis l'extérieur extraordinairement difficile parce qu'on n'est pas intégré dans le tissu émotionnel américain. Anthony, on a eu les balances commerciales américaines et chinoises là, ces dernières heures, donc vous allez nous confirmer que la machine exportatrice chinoise ne s'est jamais aussi bien portée, et face aux exportations chinoises, il y a évidemment des gens qui achètent des produits chinois, et de ce point de vue-là, le consommateur américain semble toujours
très intéressés par l'idée d'acquérir des produits chinois au quotidien. Complètement. Alors, avant de revenir sur effectivement le découplage ou non US-Chine, un point sur la Chine qui me semble très important et sa capacité à exporter, c'est qu'en fait, les exportations en volume, déflatées des prix, se sont redressées déjà dès le courant de l'année 2023. On regarde très souvent les chiffres du commerce en valeur, mais en réalité, comme les prix d'exportation en Chine baissent très fortement, les volumes exportés, eux, ont commencé déjà à se redresser très fortement dans l'année 2023, et aujourd'hui, effectivement... Et en plus, le yuan avait baissé. Donc, le yuan avait baissé, donc j'y reviendrai sur la compétitivité, c'est terrifiant. Quand on regarde un peu l'histoire du découplage US-Chine, ce que l'on observe, c'est qu'évidemment, facialement, on a un poids de la Chine dans les importations américaines qui faisait 21% début 2018, aujourd'hui, c'est plus que 14%. Donc on pourrait se dire, effectivement, il y a du découplage. Ça, en tout cas, c'est facialement ça. On peut vite en conclure cette histoire-là. En réalité, ce que l'on voit, c'est que la dynamique des importations sur l'ensemble des produits, lorsqu'on soulève le capot, c'est vraiment les produits uniquement taxés, soumis à des barrières douanières qui ont fortement baissé. C'est moins 12% entre 2018 et 2022, alors que les autres produits ont continué, les autres produits importés ont continué de croître à la même vitesse. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un contournement en réalité opéré par les entreprises, que ce soit américaines ou chinoises, pour les vendeurs ou les acheteurs, de ces sanctions-là, en passant évidemment par les deux plus grands pays qu'on cite tout le temps aujourd'hui, que sont le Mexique et le Vietnam. Mais c'est un peu vrai de l'ensemble du bassin de l'ASEAN, qui a servi quand même de pays de transit pour quoi. Et bien sûr, avec juste plateforme des d'assemblages, exactement. Et pourquoi est-ce que, malgré une volonté politique très forte côté américain de se découpler de la Chine, ils n'y sont pas parvenus? Il y a 3 raisons à ça. Le premier, c'est le manque de substituts. Parce que la Chine, c'est quand même un tiers de la production manufacturière mondiale. Donc, ils sont en position dominante sur un grand nombre de produits. Donc, quand bien même vous voulez vous découpler, quand vous êtes les Américains, premiers consommateurs, vous ne trouvez pas forcément de quoi répondre à une telle demande. Donc, c'est le premier point, c'est l'absence de substituts. Le deuxième, c'est les Américains sont toujours extraordinairement friands de produits chinois. Juste un chiffre, moi, que je trouve hallucinant, c'est quand vous regardez sur Amazon la part des vendeurs chinois, c'était 18% fin 2016, on est à 50% fin 2023. Donc je veux dire une percée, mais on le voit également avec Shein, avec Temu, les Américains veulent des produits chinois, veulent aussi des produits américains, mais les produits chinois, on le vend en poupe. Donc ça diverge assez fortement entre la volonté politique et la volonté, enfin le désir du consommateur. Et le dernier point, c'est la compétitivité prix des produits chinois. Il est évident pour des problèmes très structurels que les prix baissent en Chine, notamment les surcapacités, ça on pourrait y revenir, mais les prix baissent très fortement en Chine, donc les prix à la production, même eux, ont augmenté beaucoup moins fortement en Chine qu'aux États-Unis. Vous couplez à ça un yuan qui s'est considérablement déprécié, et à la fin vous avez une économie chinoise qui est extraordinairement compétitive. Ça aboutit à quoi sur le plan des décisions et de l'orientation de la politique économique américaine? Ça aboutit à se dire, bon, mettons en place des mesures cosmétiques. On sait de toute façon que le découplage ultime est impossible. Même Yellen l'a dit, le but n'est pas de se découpler de la Chine, etc. Ou est-ce que ça incite un dirigeant politique américain à, je sais pas, à taper 2-3 fois plus fortement sur les importations de produits chinois pour casser fondamentalement cette dynamique? Mais je suis très sceptique sur la réindustrialisation américaine pour une raison dont on parle assez peu, c'est que les gains de productivité dans l'industrie américaine sont nuls depuis 2010. La productivité a même un peu reculé depuis 2010. Donc en fait, alors qu'en Europe, ils ont continué à augmenter. Ils baissent depuis 2019 maintenant, mais sur toute la décennie 2010-2019, les Européens ont eu une industrie qui a continué de faire des gains de productivité. C'est pas le cas des Américains. Et ce qui se passe, c'est que les salaires, par contre, dans l'industrie américaine, eux, ont continué de progresser parce qu'ils sont tirés par les secteurs les plus porteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent la loi de Baumol, la maladie des coûts. C'est-à-dire que les salaires sont toujours tirés par les secteurs qui vont le plus vite. Et donc, on a des coûts salariaux unitaires dans l'industrie américaine qui ont fait plus 50% entre fin 2010 et aujourd'hui, alors que c'est plus 33% dans le reste de l'économie. Donc c'est très difficile d'imaginer une réindustrialisation. Ils ne seront jamais compétitifs, quoi. Ils ne sont pas compétitifs. Ouais. Donc si c'est pour fournir le marché local, on peut éventuellement se dire les consommateurs vont devoir payer plus cher, mais à l'international, l'industrie américaine n'est pas compétitive. Bon, cette élection du 5 novembre, comment vous y réfléchissez déjà aujourd'hui, Cyriac? Je ne sais pas, est-ce que ça implique déjà des décisions de gestion, ou est-ce qu'on est en train de réfléchir à quel type de décision on serait amené à prendre Aujourd'hui, c'est plus des réflexions. Le marché a une sorte de moment où il va commencer à regarder. C'est durant l'été. Où les conventions arrivent, etc. Voilà, qu'on va commencer. On lit 2-3 sondages, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas très focalisé. C'est vrai que d'extérieur, quand on regarde,
rationnellement, on est quand même très étonné que Biden soit aussi peu avantagé par cette économie. D'habitude, on dit c'est l'économie, les élections américaines, c'est pas le cas, donc ça c'est un peu étonnant. Mais pour l'instant, d'une certaine manière, les études qui sortent, c'est quand même de dire qu'on aura un sujet de retour de l'inflation avec Trump s'il est élu, parce que des taxes, des droits de douane, puis aussi une logique un peu de dépenser l'argent. Enfin, on voit bien, il n'est pas dans une logique contracyclique, il est dans une autre logique. Les républicains sont plus qu'ils étaient de ce point de vue-là. On n'est plus du tout les républicains, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Sur Joe Biden, le marché vote pas forcément non plus Joe Biden parce que il y a quand même une forme de rationalité qui est plus claire chez Joe Biden. Donc vu les déficits américains, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des niveaux de déficit extraordinairement élevés, il va falloir essayer de remonter les impôts. Donc finalement, le marché, si je dois être très schématique, il vote plutôt Trump aujourd'hui que Biden pour l'impact, la réaction marché. Maintenant, c'est pas le sujet du moment. Bon, il y a un petit truc aussi, peut-être qu'on sous-estime, mais l'âge de Biden commence à faire peur quand même. Oui, l'âge de Biden... son âge et en tout cas l'âge qui renvoie, quoi, pour dire les choses. Mais d'une certaine manière, le drame américain, c'est que l'âge que renvoie Trump commence également à être un sujet. Ouais. C'est-à-dire que pour mais côte à côte sur une estrade, j'ai l'impresant quand même que c'est pas la même perception. Quand vous avez un discours de Trump tel que celui qu'il a fait suite à sa condamnation devant le tribunal sans prompteur, c'est dur. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus le Trump d'il y a 10 ans. Et donc les Américains, c'est ça le sujet. Les Américains ont un choix qui va être un choix par défaut et un choix émotionnel. Et ça, effectivement, ça va être compliqué. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Wilfried Galland, Montpensier Finance, Cyriaque Dayan, Sanso IS et Anthony Morlet-Lavidali, le Rexecode, qui était avec nous en plateau ce soir.